maîtresse d'Aline Vien a tué ses propres parents. La jeune femme a vécu toute une vague d'émotions au cours des années qui ont suivi. Elle a continué à aimer celui qui était considéré comme un monstre. Elle a décidé d'en témoigner dans un livre et un film. L'actrice Marie-Lou Wolfe a-t-elle des chances d'obtenir 300 000 $ du blogueur Gab Roy? Un avocat nous parle des enjeux de cette poursuite qui va tester les limites de la liberté d'expression. Et l'ex-boxeur et militant indépendantiste Régis Chartrand est décédé. Le fils de Pierre Falardeau, Jules, lui avait consacré un documentaire. Il parle du fondateur des Chevaliers de l'Indépendance. À toutes les fois qu'on vous parle d'un drame à la télévision, on parle de la victime, mais souvent les spécialistes, les psychologues vont venir nous parler des dommages collatéraux, comment il y a des victimes tout autour des principales victimes. Et il y a des victimes aussi du côté de ceux qui commettent des méfaits, qui commettent des crimes graves. Ce soir, je reçois une jeune femme qui, lorsqu'elle avait 17 ans, était en amour avec un jeune homme qui a tué son père et sa mère, le père et la mère du jeune homme. Il a tué ses parents. Et c'est un geste épouvantable, atroce, qui suscite le dégoût, mais elle a continué à aimer ce jeune homme-là. Parce qu'elle dit, moi, j'ai connu une personne, arrive des secondes épouvantables dans la vie, ça bascule, mais j'ai pas été capable de l'haïr, parce que je me rattachais au gars, au côté positif que j'avais connu. Et ça l'a habité pendant des années, au point où aujourd'hui, elle a décidé d'écrire un roman qui relate pas mal ce qu'elle a vécu. Elle s'appelle Aline Vien, ça s'appelle « Douleur d'enfant ». Et elle va nous raconter tout ça au cours des prochaines minutes. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pourquoi écrire un livre comme ça, des années après? Effectivement, ça fait plusieurs années déjà, près de 14 ans dans quelques semaines. Bien, en fait, l'histoire est revenue dans ma vie il y a quelques années. C'est sûr que je l'ai un peu mise de côté pendant ma vingtaine. Mais là, à l'aube de ma trentaine, l'histoire est revenue me hanter. Vraiment, à y penser souvent? Là? À y penser souvent. Peut-être aussi parce que depuis quelques années, je suis avec quelqu'un dans ma vie, une nouvelle personne dans ma vie, Pascal Chaumont. Tantôt, oui, qu'on va rencontrer tout à l'heure. C'est ça, un ex de Star Academy, un chanteur, voilà. là, qui a à voir avec ça, parce qu'il y aura un film éventuellement qui va réaliser là-dessus. Oui, c'est ça. On parlera de ça tantôt. Oui. Mais donc, c'est comme un choc post-traumatique, si on veut, c'est un peu ça, ou ça se manifeste quelques années plus tard? Bien, c'est sûr, ça se manifeste tout le temps parce que c'est pas quelque chose qu'on peut oublier facilement. Donc, à un moment donné, oui, j'ai voulu mettre ça un peu de côté dans ma vie. Puis, mais en étant avec, comme je dis, avec Pascal, qui est mon conjoint actuel, c'est sûr que c'est revenu sur le sujet à un moment donné, cette relation-là que j'avais vécue qui était plutôt particulière. Alors, justement, décrivons ce qui est arrivé. Vous avez 17 ans, vous attendez votre chum à 11 h le soir, il est supposé d'aller vous voir, Oui. puis il va pas vous voir parce qu'il a tué ses parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'il est parti une après-midi chez ses parents pour faire simplement son lavage. Puis, il est jamais revenu. En fait, il est revenu avec les policiers plus tard cette journée-là. Vous l'attendiez à l'appartement, puis... Moi, je l'attendais à l'appartement. Ça faisait quelques semaines que j'étais partie de cet appartement-là. On avait eu quelques petites choses entre nous qui avaient fait en sorte que j'avais quitté quelques semaines auparavant. Puis, mais j'allais quand même le voir tous les soirs à l'appartement, finissant de travailler. Puis ce soir-là, je suis allée. Il n'était pas là, effectivement. Quelqu'un m'a dit oui, il est parti chez ses parents. J'ai attendu. Puis le lendemain matin est arrivée cette terrible nouvelle qui les avait tués tous les deux. Et c'est d'une façon assez épouvantable que vous l'avez appris aussi, par la télévision? Oui, par la télévision. Bien, en fait, c'est pas moi, personnellement, qui l'a appris. C'est ma mère qui a vu ça passer au téléjournal le matin très tôt, qui a reconnu la maison et tout ça, et qui est venue me réveiller parce que j'étais temporairement retournée là depuis quelques semaines. Puis, qui m'a réveillée avec la nouvelle qu'elle avait vu ça passer. C'était tellement... je pouvais pas le croire. Je pouvais pas le croire les premières minutes. Apprendre que c'était ça qui était arrivé la veille, c'est comme un gros coup de poing dans la face. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait voir sa mère et c'est une discussion qui a dégénéré ou quoi? Précisément de ce que j'ai su là, des faits, j'ai pas su vraiment en entier ce qui était arrivé, mais ça serait une chicane qui aurait dégénéré. Puis, c'est à partir d'une chicane là, comme ça, tout bonnement, je crois, après le souper.
Et vous racontez dans votre livre que, parce que c'est très inspiré, donc au procès, on a établi qu'il y a eu des dizaines de coups qui ont été donnés. Vraiment, il y avait du sang partout. Et il l'a descendu au sol, il l'a tiré même pour être sûr qu'elle était morte. Il a fermé avec une chaise l'accès au sous-sol. Ouais. Et pendant ce temps-là, son père travaillait dans un atelier. Oui, plus loin sur le terrain de la maison. Et il est allé tuer son père aussi? Et comment il s'y est pris avec son père? Pour son père, il a traversé le terrain, puis il y avait des armes qui étaient directement sur place, dans une espèce de cabanon, si on veut, un atelier de sculpture qui était comme adjacent à la maison. Donc, il a pris une arme là-bas, puis pour son père, ça a été un coup de fusil. Et il a enroulé... Au début, vous parlez qu'il aurait fait ça avec sa mère, mais à la fin, là, arrive le moment du procès, on est plus précis dans les détails. Il a enroulé les deux dans des draps. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait après coup? Là? Il s'est comme isolé dans la maison, là. C'est comme isolé, oui. Il a mis des draps dans les fenêtres, puis il s'est assis, puis il était un peu comme... on dit catatonique, un peu sans réaction, gelé par le stress post-traumatique, là, je dirais un peu, là. Donc, il était dans une bulle, j'imagine, assez intense à ce moment-là. Il devait reprendre ses esprits, parce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait eu comme une psychose un peu due à une grosse dépression non traitée. Puis que ça a éclaté ce soir-là, donc Et c'est comme s'il revenait à lui là, dans les heures suivantes. Et c'est sa sœur qui a fait la découverte. La découverte. Qui est arrivée là, qui l'a vu, qui était dans cet état-là, Oui. Qui n'était pas violent, il ne l'a pas attaqué. Non, pas du tout. Il n'a pas posé de résistance, on l'a arrêté. Non, ils ont seulement eu un contact visuel. Donc, le lendemain, vous apprenez ça, votre mère dit « Viens voir » et vous regardez les nouvelles à la télé, vous reconnaissez la maison et là, vous dites « C'est mon chum qui a tué ses deux parents ». Et ça prend quelques heures pour absorber juste la nouvelle, juste comprendre que c'est arrivé. Mais déjà, on sent dans l'environnement des gens qui disent « C'est un fou, ça n'a pas de bon sens ». Et l'entourage, tout le monde commence à le voir comme un monstre parce que ce qu'il a fait, c'est atroce. Ouais. Et vous ne parvenez pas à le voir comme un monstre. Et c'est un peu l'objet du livre, c'est que vous n'avez pas pu céder à cette envie-là ou à ce réflexe généralement commun à tout le monde. Comment vous prenez ça à ce moment-là? Ah, c'est tellement difficile. Puis en même temps, je peux comprendre les regards, justement, des autres autour qui perçoivent seulement quelqu'un d'horrible qui a pu commettre ça. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît de près, nous, on avait fait notre secondaire ensemble même, donc c'était quelqu'un que je connaissais depuis plusieurs années. Puis là, ça faisait à peu près 6 mois qu'on vivait ensemble dans cet appartement-là. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'avais eu des beaux moments, des beaux échanges, une complicité, quelqu'un de qui j'étais tombée amoureuse de par sa personnalité. L'amour, ça s'explique pas vraiment. Comme ça, on tombe amoureux de quelqu'un dans la vie. Donc, quand ça s'est arrivé, je pouvais pas juste voir ce qui venait d'arriver. Je voyais cette personne-là que je connaissais depuis tout ce temps-là, qui était, selon moi, la personne que j'avais toujours connue, qui était quelqu'un de bien. On avait tellement eu de bons moments ensemble. Je l'ai vu aider des gens alentour de moi, tout ça. Donc, on peut pas juste s'arrêter à voir ce qui vient de se passer, mais on se dit, oui, il y a ça, oui, c'est horrible, mais en même temps, c'est toujours ce gars-là qu'on a connu avant qui est une personne un peu comme vous et moi, comme tout le monde, qui est juste... particulièrement souffrant à l'intérieur de lui. Alors, comment vous réagissiez quand vous entendiez les autres le traiter de monstre, puis dire écoute, c'est un fou, parce que les jugements étaient drastiques, là. Qu'est-ce que ça vous faisait? Ah, ça me faisait de la peine. Ça me faisait... En même temps, je pouvais comprendre aussi, mais c'est sûr que ça me faisait de la peine parce que j'avais envie... Parce que les jugements sont très variés quand ça arrive. Autant il y a des gens qui vont dire... Oui, mais effectivement, il y a la personne qu'on a connue avant, mais il y en a d'autres qui vont dire non, moi, je le connais pas, ce gars-là, je veux plus jamais le connaître, je veux jamais le revoir, j'espère qu'il va pourrir en dedans toute sa vie. T'sais, on en entend de toutes les sortes, vraiment, là. Donc, il y a comme un peu... c'est pas deux clans, je dirais, mais un peu, tu sais. Puis, je trouvais ça difficile, j'aurais aimé leur dire, ben oui, mais oui, il y a ça maintenant qui est là, c'est sûr, entre nous puis cette personne-là, mais ça reste que c'est un humain comme tous les autres, puis c'est un ami, c'était mon amoureux, ça reste que c'est quelqu'un qui a du bon à l'intérieur de lui, j'en suis convaincue. On le sait, on l'a connu, on le connaît. Donc, est-ce que vous n'êtes pas senti un petit peu coupable des fois? Parce que dans le livre, vous parlez de
de signes que vous auriez peut-être pu interpréter autrement? Parce qu'il avait souvent le regard vide. Ouais. Il y avait des absences qui avaient l'air assez prolongées, c'est-à-dire qu'il était comme dans la lune, ou des fois vous le sentiez comme en pointe d'une tristesse très, très forte. Alors, est-ce que vous avez fait de la culpabilité un petit peu après coup? Probablement, comme probablement beaucoup de gens alentour, j'imagine. Mais en même temps, c'est que on était des jeunes adultes, même limite adolescents, adultes, vivant en appartement. Donc, on vit toutes sortes d'émotions à cet âge-là. J'avais beaucoup d'amis alentour de moi qui vivaient justement des choses, chacun de leur côté, qui étaient déprimés, dépressifs. Un autre qui fait une tentative de suicide. Ça n'avait pas l'air pire que les autres. Non, c'est ça. Je trouve que c'est difficile de se dire, lui, il faudrait plus le surveiller qu'un autre, tu sais. Je veux dire, quelqu'un qui a de l'air un peu déprimé à cet âge-là, ça arrive quand même assez fréquemment. Donc, c'est trop difficile de voir jusqu'où la souffrance de quelqu'un va à l'intérieur de lui. On le voit pas nécessairement comme ça, là, à première vue. Là. N'empêche qu'il est arrêté, il se retrouve à l'Institut Pinel et il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon pour aller le voir. Et vous voulez entrer en contact avec lui, vous essayez de le voir. Et finalement, la première fois que vous lui parlez au téléphone, on sent votre émotion, là, vous êtes bouleversé. Là. Totalement. Comment ça se passe? C'était très intense parce que c'est aussi quand quelqu'un est incarcéré comme ça en psychiatrie, on ne peut pas tout de suite lui parler. On doit aller rencontrer des gens là-bas à l'Institut pour se faire un peu évaluer soi-même si on est une bonne fréquentation, tout ça. Donc, il y avait plusieurs démarches à faire. Puis, entre-temps, c'était l'attente de savoir comment il va. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il va bien? C'était ça qui était le plus stressant les premiers temps, d'avoir comme si peu de nouvelles ou, tu sais, quelques bribes ici et là, qui va pas bien, qui est dépressif là-bas, tout ça. Fait que c'était cette attente-là que j'ai trouvée extrêmement difficile. Donc, quand j'ai enfin eu la chance d'entendre sa voix au téléphone me parler, c'était ce que j'attendais là, depuis quelques mois. J'étais très, très, très heureuse d'enfin lui parler. Et là, vous lui offrez d'aller le voir et lui, t'es-tu sûr que tu veux me voir? Il ne comprend pas que vous n'ayez pas ce réflexe de rejet, là, puis il n'est pas sûr s'il veut parce qu'il ne comprend pas. Et finalement, il dit OK. Et là, vous allez le rencontrer. Comment ça se passe là? Là, c'était émotif au téléphone. Je présume que là, si on se voit et on peut se toucher, c'est encore plus intense. Oui, c'est très émotif. Puis en même temps, il y a toute cette distance-là maintenant qui est là à cause des actes qui ont été commis. C'est comme un mur entre nous deux. Puis en même temps, c'est se retrouver côte à côte dans la même pièce, mais avec tous les événements entre nous qui mettent cette distance incroyable. Donc, là, c'est sûr, la première fois qu'on s'est revus après, c'est pas la fois où on s'est parlé le plus. C'était plus une fois où on appréciait seulement la présence de l'autre, puis c'était pratiquement dans le non-dit. Tu sais, c'était juste le fait de se retrouver puis d'apprécier la présence de l'autre. Et vous vous êtes vus régulièrement? Vous êtes continué vous êtes allé quoi? Je pense une fois aux 2 semaines, quelque chose du genre? Même presque toutes les fins de semaine? pratiquement toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine? Pendant combien de temps? C'est un peu révélé. Je ne veux pas trop en révéler par rapport à la fin du livre, mais pendant pratiquement 1 an. OK, quand même. Donc, cette relation-là, ça a été vue comment par vos parents ou je sais pas quoi, là, des amis qui disaient « Qu'est-ce qui se fait là? Tu vas le voir, il a tué ses parents. » C'est ça. Les avis étaient partagés. Il y en a qui me trouvaient totalement folle. Sentiez-vous une pression sociale? Ah oui, ah oui. Puis je sentais aussi beaucoup de curiosité de la part des gens. Les gens étaient curieux. Les gens venaient me poser beaucoup de questions. Ils avaient entendu dire que je fréquentais malgré tout. Puis, mais comment il va? Est-ce qu'il regrette? Tu sais, les gens ont beaucoup de questions. Puis c'était vers moi qu'on se tournait, donc, à ce moment-là, pour les réponses aux questions, que j'avais pas toujours nécessairement. Puis, mais c'est sûr que c'était vu quand même... C'était difficile. C'était difficile de vivre avec les jugements des autres sur cette relation-là. Et il y avait le procès aussi. Vous avez dû témoigner au procès. Oui. Vous le racontez dans le livre, c'est pas facile. C'est un événement assez Ah non, c'est très stressant. compliqué. Puis c'était pas facile pour votre relation entre vous aussi. Mais quand vous êtes rentré dans la salle d'audience, il ne voulait pas vous regarder non plus. Parce qu'il était gêné
qu'on décrive tout ce qu'il avait fait, que vous entendiez, ça, les détails macabres. Oui, il voulait pas. Il voulait pas que j'entende ça. Donc, il disait, tu vas entendre des choses qui vont te révéler, des choses que je veux pas que tu connaisses de ma personnalité, dans le fond. C'était un peu ça, oui. Je veux pas que tu entendes tous ces détails-là. Ça va te faire mal. Mais j'avais pas le choix, étant donné que je devais aller moi-même témoigner. Donc, j'ai dû assister là, à quelques reprises. Si vous voulez, il faut faire une pause et au retour, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez décidé d'arrêter ça, puis vous êtes avec, justement, cet ancien chanteur de Star Academy, Pascal Chaumont, et ce que vous entendez faire avec lui, avec tout ça, après la pause, Antoine. Demain soir, dès 19h30. 20h, Maxime a des sueurs froides. 21h, faites comme chez vous. 21h30. Voilà, nerveux. Demain soir, à TVA. Quoi qu'on en dise, vos finances personnelles vous suivent partout. Et la vie nous réserve parfois des moments plus difficiles à traverser. Perte d'emploi, séparation, maladie, mauvais investissement. Un jour, on n'est plus capable de payer. C'est là qu'il faut faire appel à Jean Fortin et Associés. Au cours des 30 dernières années, nous avons aidé des milliers de personnes comme vous à se libérer de l'endettement et espérer des jours meilleurs. Personne ne devrait avoir honte de demander de l'aide. Posez le premier geste, nous ferons le reste. Jeudi. On lit, tu lèves tout le monde quand on baisse. Tape gars à poil immédiatement. Ah, c'est trop pour moi, je suis asthmatique. Je veux juste que ça soit une femme d'une beauté tolérable. Genre un 3 sur 10. Moi, j'ai 4 chats à la maison, pis toutes les autres. Ah, t'es full maternelle. Elle était là. On dirait j'agonflais. Les obsessions des Québécois. Les meilleurs moments. Jeudi, 21h. Gamigolf présente le Salon Golf Expo Montréal TVA Sport du 14 au 16 mars à la place Forzani de Laval. Planifiez votre prochaine saison et essayez les nouveaux bâtons des manufacturiers. Découvrez le livre rouge, un livret d'escompte virtuel. Et Gamigolf, des offres de dernière minute en temps réel. Assistez aux cliniques de golf Tremblant et à notre Encan Golf. Surveillez le Guide 4 dans le Journal de Montréal du 12 mars. Le Salon Golf Expo Montréal TVA Sport, une présentation de Gamigolf, la plateforme virtuelle du golf au Québec. Nous aurons enfin notre revanche. Je déteste ce genre de journée. Transformers, la revanche, samedi 18h30. On va voir ce que les Québécois pensent de nos bars Granola Quaker Nature. C'est les plus croquantes que j'ai jamais mangées. Cueillir des pommes, ça goûte ça. Ils goûtent notre nouvelle bar Quaker Nature au quinoa. Ça goûte le chocolat, ça goûte les amandes. Ensuite, le quinoa. Ce serait l'élément qui me ferait choisir d'acheter celle-là. Les Québécois craquent pour Quaker Nature. Oh, salut Steve. Tu regardes ma nouvelle auto. Tu te demandes comment je l'ai eue, hein? Comment il a fait pour avoir cette auto-là? Je te dirai pas, Steve. Mais si t'es chanceux, peut-être qu'un jour, je pourrais te laisser la laver. Salut Steve. Salut Fred. Oh. C'est facile de s'offrir une Honda avec la flexibilité des paiements en 2 semaines, 2 fois par mois ou au mois. Paraître plus jeune en 8 semaines? Je préfère maintenant. La nouvelle coloration Age Defy de Clairol, avec notre meilleure couverture du gris révolutionnaire, une couleur radieuse illustrée pour paraître 10 ans plus jeune aujourd'hui même. La nouvelle collection Age Defy de Clairol. Vous avez entre 20 et 30 ans? Avec la Capitale Assurance Générale, vous pourriez économiser jusqu'à 100 $ sur votre assurance auto, habitation ou véhicule de loisirs. Hey, ça serait parfait pour toi, ça, quand tu vas partir de la maison. Économiser jusqu'à 100 $ partir de la maison? Avec la promo pour les 20 Je suis bien avec vous autres. Oh. La Capitale. Ça me coûte rien. C'est vrai que ça ne coûte pas... Oh non. Économisez jusqu'à 100 $ avec la promo pour les 20-30 ans au 1-888, la Capitale. Avec moi, Aline Vien qui a écrit « Douleur d'enfant, on n'arrête pas d'aimer une personne du jour au lendemain, même si cette personne a tué son père et sa mère. » Se joint à nous son amoureux, Pascal Chaumont, chanteur de Star Academy. C'est pas moi là, qui Non, c'est pas lui. C'est pas de lui dont il est question dans le livre. Et qui a réalisé un film. On en parlera tantôt, parce que tu te joins à nous pour parler de où vous êtes rendu, mais j'aimerais quand même conclure un peu l'histoire.
Parce qu'il a été condamné à 6 ans de réclusion, là, être à l'Institut. Et vous auriez pu passer ces 6 ans-là ensemble. Et un jour, tu le racontes, on n'ira pas dans le détail de la scène, parce qu'elle est émouvante, la scène. Vous décidez de ne pas y aller, de ne plus aller à Pinel. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille dit, OK, là, je l'aime, je l'ai dit à la planète entière, je lui ai dit, puis j'arrête ça. Qu'est-ce qui fait que ça bascule comme ça? C'est tout le côté qui était difficile à vivre pendant cette année-là, justement, de vivre avec les jugements des gens autour, la distance, l'incompréhension. C'est sûr que c'était pas une relation facile, on s'entend, là. Ça m'a tiré beaucoup d'énergie, qu'il fallait que j'aille tellement puiser en moi toutes mes énergies pour pouvoir continuer aussi à rester positive malgré tout le négatif qui entourait tout ça à cause des gens qui voyaient ça d'une façon très négative. Donc, c'était tellement difficile de traverser ça, de rester forte tout en étant très seule parce que, justement, les gens posent tellement de jugements qu'on a un peu tendance à prendre ses distances un peu avec tout le monde, avec ses parents, à se retrouver un peu seule à travers cette histoire-là. Puis c'est vivre quelque chose d'aussi gros seul, c'est pas évident, d'autant plus qu'on est une jeune femme de 17-18 ans. Donc vous aviez quoi, 18 ans au moment où vous avez arrêté ça, là? Oui. Lui avez-vous reparlé? Lui avez-vous écrit une lettre pour dire c'est fini ou... Oui, j'ai écrit une lettre. À la fin, puis on s'est reparlé quand même quelques fois dans les années qui ont suivi. Et comment il a pris ça, lui, le fait que vous ayez cassé comme ça? J'ai l'impression qu'il comprenait quand même. C'est pas... il est pas... c'était quand même quelqu'un de très sensible, très... malgré toutes les choses qui est arrivées. Je crois qu'il comprenait quand même mes motivations. Je crois qu'il comprenait que j'avais de la difficulté à rester dans cette relation-là, que c'était difficile pour moi, puis que je devais prendre mon envol pour aller vivre là, autre chose, une vie peut-être plus normale, entre guillemets. Puis aussi, ce qui est difficile, c'est la distance aussi, d'être en couple avec quelqu'un qui est incarcéré, qu'on voit 1 heure par semaine dans un parloir entouré de gens, pas d'intimité, pas de... T'as beau te parler au téléphone toute la semaine, tout ça, mais c'est tellement le manque d'affection, le manque de proximité, quelque chose que moi, j'ai besoin dans la vie. Elle n'était pas comblée. Donc, voilà. Et il est sorti aujourd'hui? Oui. Et il ne s'est jamais remanifesté? Bien, ça, faut lire le livre pour le savoir. On parlait au chum. Comment tu as réagi quand tu as raconté ça? Bien, la première fois, ça m'a fait peur. Là. J'avais même peur pour ma vie. Mais tu sais, c'est fou. Mais dans quel sens? Tu disais d'un coup, il repète non, mais tu dis, ben non, mais on sait pas. Elle me raconte l'histoire. J'ai sorti un de mes ex et il a tué ses 2 parents. Qu'est-ce que tu penses? Que toi, tu dis, le nouveau chum, c'est quoi qui va m'arriver? Non, mais le premier réflexe, c'était ça. Puis là, après, elle me commence à me conter l'histoire, puis je comprends toute l'histoire, puis l'ampleur de tout ça, puis pas le pourquoi de rien, parce que ça explique pas le pourquoi dans le livre, mais c'est sûr que quand elle a commencé à me conter tout ça, j'ai dit il faut faire un film avec ça, il y a quelque chose là, il y a une histoire, on est tellement habitué d'entendre parler toujours de la même façon, les gens, comme tout le monde qui sont fâchés, les gens sont fâchés d'une situation comme ça. Fait que je me disais de voir un peu l'inverse. Là, ça a changé ta perspective face aux autres faits divers. Je pense à Guy Turcotte, par exemple. Quand c'est arrivé, il n'y a pas grand monde qui a pensé autrement que c'était un monstre qui a tué ses enfants. Est-ce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui réagissent comme elle, qui, après coup, disent, bon, ben nous, on l'a connu avant? Bien, je suis d'accord. Moi ça reste toujours que, je veux dire, oui, c'est monstre de faire ça, puis tout le monde pense ça, puis c'est normal. Mais c'est sûr que ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il y a une énorme souffrance que je comprenais pas avant. Tu sais, je m'arrêtais pas à ça. Je me disais, une espèce de dégueulasse qu'il faudrait éliminer. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on se dit. Tout le monde se dit ça, puis on entend les affaires sur les réseaux sociaux. C'est fou, mais d'avoir un peu connu l'histoire, ça m'a quand même ouvert l'esprit. Puis je pense que le livre aussi, tu as reçu tellement de beaux témoignages de gens qui se sont comme ouverts le cœur à cause de ça. Puis ça a vraiment été, tu sais, les dernières semaines, tu as tellement reçu de témoignages. Puis
d'artistes, puis que des gens qui parlaient un peu justement comme contre, qui se manifestaient comme contre Guy Turcotte justement, puis tout ça, puis c'est correct, c'est normal, je veux pas dire que c'est correct ce qu'il a fait, puis pas du tout, mais c'est juste d'avoir un petit côté de plus de compréhension peut-être. De compassion. Compassion, excusez. Et là, tu as fait un film là-dessus. Là. On a fait un court-métrage. Tu es devenu réalisateur, là? Oui, bien, ça fait 3 ans et demi qu'on a parti une entreprise de production vidéo, Production Chaumont, qui est, on est les 2 cofondateurs, puis on fait des vidéos promotionnelles, puis ça. Puis c'est sûr que quand on a su qu'Aline allait être publiée, bien là, elle me dit au lancement, j'aimerais ça lire le prologue du livre. Puis là, elle m'a fait un démo de ça. Puis quand elle m'a lu ça, j'ai dit, ah non, il faut faire un court-métrage avec ça. Ça va être comme un peu notre occasion aussi de se lancer dans un côté plus artistique, plus créatif. Donc, plus cinématographique, vers quoi on aimerait un jour faire le livre en film. C'est vraiment un projet qu'on a. On a commencé par un court-métrage de 15 minutes. Puis ça a vraiment été une expérience là, révélatrice là, pour nous deux. Donc dans votre couple, là, la création, ça fait partie de... vous êtes associés, là? Oui. Oui. Oh, ouais, on travaille ensemble. Est-ce que tu as hésité à lui dire au début? Non, je pense pas. Ça fait partie de ma vie. C'est tellement une histoire qui m'a marquée aussi, qui m'a suivie, qui continue encore de me suivre. La preuve. On n'a pas dit ça le premier jour, là, mais... mais non, j'ai pas hésité. En fait, tout a commencé par une chanson que j'ai écrite un soir, que j'ai chantée à Pascal, qui était la chanson Douleur d'enfant, justement. La chanson thème du court-métrage, d'ailleurs. Puis, en lui chantant la chanson, c'est là que ça a occasionné une discussion sur toute cette histoire-là, tout ça. Et puis, Pascal a tellement eu une réaction d'ouverture, de compassion. Il m'a posé des questions, il était curieux, mais pas, ça s'est pas passé dans le jugement ou pourquoi. Donc, toute cette discussion-là qu'on a eue m'a donné envie de partager aussi avec les autres. Puis, c'est là que j'ai commencé le processus. Parce que c'est effectivement très rare. C'est un bout de la lorgnette qu'on connaît peu. J'ai souvent eu des victimes, j'ai même eu des criminels repentants, mais des gens qui viennent ici et qui disent, écoutez, ce sont des choses atroces commises par quelqu'un, mais c'était un humain avant. C'est la première fois que je fais ce genre d'entrevue-là, après tant d'années. Alors, donc, vous êtes conscient d'être un peu hors de la norme. Oui. Alors, c'est un livre que vous avez écrit, donc vous allez écrire d'autres livres ou... Ah, j'aimerais beaucoup. Ça m'a vraiment donné la piqûre de l'écriture. L'écriture, c'est tellement... du moins, écrire Douleur d'enfant a été très, très facile pour moi. J'ai pas eu à pousser les choses. C'est sorti tout naturellement, comme si cette histoire-là je devais l'écrire, je devais la partager un peu. Mais oui, j'adorerais réécrire. Et les parents, là, parce que votre père, votre mère, votre mère vous a aidé, votre père était très dubitatif. Comment ils prennent ça, le fait que vous ayez publié ça, là? Je crois ils prennent ça bien, dans le sens que, d'après moi, ils se disent « Ah, ça doit lui faire du bien d'en parler, tout ça. » Puis justement, je l'ai tellement vécu dans la solitude à l'époque. C'est comme une façon de rééquilibrer les choses puis de le revivre avec tous les gens qui me lisent, qui me comprennent un peu mieux en me lisant. Donc, non, mes parents sont contents, sont fiers. Vas-tu rechanter, toi, Pascal? Ou, actuellement, tu es devenu réalisateur à temps plein? Oui, à temps plein, ça demande beaucoup de temps, puis l'esprit créatif est tellement... en tout cas, on est débordé, puis fait que j'ai pas vraiment le temps de faire de spectacle, puis toutes les opportunités qui arrivent, je les ai toutes refusées. J'ai comme une passion. Mon grand-père a fait de la vidéo toute sa vie, donc j'avais ça dans le sang. Puis c'est une grande passion, c'est une révélation pour moi de faire de la vidéo. Elle écrit des chansons, tu pourrais chanter. Très juste à les chanter. Alors, donc, ça s'appelle Douleur d'enfant. C'est publié aux éditions. C'est quoi les éditions? ADA. C'est tout petit, ADA. On n'arrête pas d'aimer une personne du jour au lendemain. Donc, même si son chum de l'époque avait tué ses parents. Et le comédien qu'on voit, on le voit à la télé, c'est celui qui. Robert Naylor, qui joue dans 19-2, dans 10,5, dans plein de dans plein de séries télévisées avec des chiffres dedans. Alors, donc, il est dans ton film, ce court-métrage qu'on peut voir où? Là, on a fait spécial jusqu'à minuit. Ce soir, vous pouvez taper sur YouTube, vous allez le trouver, Douleur d'enfant. Donc, jusqu'à minuit, après ça, il va être dans les festivals seulement. Donc, vous avez une chance de le voir jusqu'à minuit. On va mettre le lien sur notre Facebook. Merci beaucoup, merci Pascal. Bonne chance avec
le livre et le film. Restez là. Au retour, on revient sur l'actrice Marie-Lou Wolfe. A-t-elle des chances d'obtenir 300 000 du blogueur Gab Roy? Une poursuite dont on parlait hier. Un avocat nous parle des enjeux de cette poursuite qui va tester littéralement les limites de la liberté d'expression après la pause. Que se passe-t-il quand on combine la meilleure protection avec la meilleure puissance en option et le meilleur rendement énergétique en option? Vous gagnez le prix